Merci. Bonjour tout le monde, bonjour chers amis, chers collègues, professeurs. Je suis très content de venir au congrès. Je pense que c'est ma première participation dans un congrès marocain. Ça fait 18 ans que j'exerce en France. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'oncogériatrie et montrer l'impact de l'évaluation oncogériatrique. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par nos collègues. Donc moi, je vais parler plutôt sur l'axe oncologique et qu'est-ce qu'on peut apporter dans cette prise en charge. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Alors, donc l'oncogériatrie, c'est une vieille histoire aussi, mais c'est on va dire une discipline ou une sous-spécialité assez jeune en France qui s'est faite progressivement, puisqu'il y a des plans cancer qui ont évolué dans le temps et qui montrent la place des oncogériatres et surtout de l'évaluation gériatrique dans les parcours de soins. Donc ça a commencé déjà en 2003-2007, la mesure 38. Il faut mieux adapter les modes de prise en charge des traitements aux spécificités des personnes âgées parce qu'on ne peut pas les prendre en charge de la même façon qu'un sujet jeune. Il y avait des missions identifiées au sein de l'Institut national de cancer, donc pour les oncogériatres, chargés de la promotion, de la coordination des travaux en épidémiologie, prévention et d'adaptation des traitements et essais cliniques sur cette population. Il y a le deuxième plan cancer de 2009-2013, pareil. Pour améliorer cette prise en charge. Donc, pourquoi ? Parce que l'incidence des cancers augmente avec l'âge. Donc, un tiers des cancers surviennent après 75 ans. Donc, c'est une maladie du grand âge. Donc, je vais le répéter plusieurs fois pour faire plus simple. Donc, la moitié des cancers surviennent après 60 ans. Il y a eu la création des UPCOG, on va dire les unités pilotes de coordination en oncogériatrie. Ils étaient 15 dans plusieurs territoires en France. Et puis on a vu l'introduction de l'outil encodage 8, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis il y avait des recommandations de bonne prise en charge. Augmentation progressive de l'inclusion des sujets âgés dans les essais cliniques en cancérologie, parce que ça reste toujours problématique avec plusieurs freins, notamment certains liés à l'âge, d'autres liés à la réticence des patients, et puis aussi surtout les exclusions. Il y a beaucoup de critères d'exclusion des sujets âgés atteints de cancer dans les essais. Plan cancer 2014-2019, là les choses deviennent beaucoup plus claires, on nous connaît de plus en plus sur le paysage, on va dire sur les parcours de soins en oncologie, puisqu'il y a eu des actions assez phares, notamment l'action 2.16, améliorer la prise en charge des personnes âgées atteintes de cancer et la prise en compte de leurs besoins spécifiques, notamment en s'appuyant sur une recherche clinique. Il faut inclure une formation en gériatrie dans le DES d'oncologie et dans la formation de cancérologie, parce que c'était quelque chose dont on ne pensait pas trop, où c'était pas inclus dans le plan de formation. Et puis il y a eu l'intégration des travaux de la Coertex, ça c'est pour ça, rapport à la tarification, une réflexion sur les conditions d'administration de ces médicaments chez la population dans les EHPAD. Donc un petit rappel sur l'épidémiologie, ça c'est en France bien évidemment. Donc à 65 ans, un homme il a une espérance de vie de 19 ans et une femme de 23 ans. Donc ce n'est pas des gens qui vont décéder tout de suite. L'incidence du cancer augmente avec l'âge. Les cancers de plus de 65 ans représentent 60% de l'ensemble des cancers, ce que j'ai dit. Et puis même maintenant quand on place le curseur plus haut, donc à 85 ans, 10,9% de l'ensemble des cancers diagnostiqués. Donc une personne âgée à 85 ans, elle a encore 10 ans d'espérance de vie devant elle. Les cancers les plus fréquents après 65 ans, l'homme, la prostate sur le podium, suivi du poumon et du cancer colorectal, et les femmes, bien sûr, le sein sur le podium, et colorectal et le poumon. Mais après, je vais expliquer qu'il y a des spécificités plus on avance dans l'âge. Donc la pyramide des âges en France, elle ressemble à ça. Donc le baby boom, il a vieilli, donc on a du papy boom en ce moment. L'incidence des cancers, donc je l'ai cité tout à l'heure, donc le sein chez la femme, la prostate chez l'homme et le poumon. Et pour la mortalité, c'est toujours le cancer du poumon, la première cause de mortalité, suivi du côlon, rectum et du sein.
Donc, comme je disais, plus on avance dans l'âge, on a des cancers qu'on va voir plus chez le sujet âgé. Donc, les cancers digestifs prennent une place importante alors que la fréquence des cancers du sein vont diminuer. On va voir de plus en plus des pathologies hématologiques. 50% des cas sont diagnostiqués à partir de 75 ans. Donc, professeur Mahamar en a parlé hier, notamment quand elle a rappelé sur les myélomes et tout. 62% des tumeurs invasives de la vessie sont diagnostiquées à partir de 75 ans. Et chez l'homme, les cancers digestifs, bien évidemment, augmentent avec l'âge. Il y a moins de cancers pulmonaires et ORL. Le cancer de la prostate reste le plus fréquent et 46% des tumeurs invasives vésicales sont diagnostiquées à partir de 75 ans. Maintenant, la question, pourquoi chez nos sujets âgés, les diagnostics sont-ils tardifs? Eh bien, pour diverses raisons. D'abord, ils ont une symptomatologie atypique, voire absente. Les comorbidités fait que souvent plein de pathologies sont intriquées. On ne sait pas si c'est l'insuffisance cardiaque évolutive, si c'est l'insuffisance respiratoire, est-ce qu'il y a un cancer quelque part qui s'installe. Donc l'état des fonctions cognitives fait que parfois on a du mal à acheminer ces patients dans le circuit. Et le degré d'information des patients et son environnement social est très important. L'absence et la mauvaise compliance au dépistage, ça c'est quelque chose qu'on voit. Et aussi le refus des explorations par le patient et de sa famille, ce qui est une chance en moins pour les patients. Ça c'est quelque chose d'assez récurrent. Et aussi, et c'est pour ça qu'on est là, les croyances personnelles du médecin. Parce que parfois, on pense que le patient, il n'y a plus rien à faire. Il a un manque de formation. Donc, j'espère que je vais réussir à vous convaincre d'ici la fin de mon intervention qu'il est important de s'occuper de cette population, y compris quand ils ont des cancers. Donc moi, je vais parler plus parcours. Donc, à tout moment, donc le parcours en allant du diagnostic jusqu'à la surveillance. Et ben pourquoi cette population est un peu pénalisée dans ses prises en charge? C'est à tous les stades, en partant du diagnostic, j'ai cité un peu, donc parce que souvent c'est des cancers qu'on découvre à des stades plus évolués. Souvent, ces gens-là sont exclus des dépistages, il y a des formes trompeuses et des explorations moins complètes. Donc on arrive à l'annonce parce qu'on veut préserver le patient, on ne veut pas lui annoncer sa maladie. Et il y a aussi des difficultés de compréhension. Les RCP, je ne connais pas la situation au Maroc, mais j'ai discuté avec quelques collègues, amis, professeurs en oncologie. Ils ne sont pas tous présentés dans les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaire. Et le traitement, comme il n'y a pas de référentiel, parfois c'est un petit peu difficile. On va dire qu'il y a presque de la cuisine locale. Les retards de mise en œuvre, il y a des traitements allégés et aussi ces patients-là sont exclus de la recherche clinique. Et puis pareil pour la surveillance, souvent c'est des patients hors circuit. Et quand je parle des soins de support, ça doit être un parallèle dans le suivi de ces patients-là, si ce n'est le socle, c'est les soins de support en parallèle. Donc il y a difficulté d'identification des besoins. Donc le sujet âgé, il est complexe pour ces diverses raisons. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc voilà, donc c'est une mosaïque de difficultés. Donc le professeur Chassin a beaucoup parlé de fragilité, donc tout ça. Donc voilà, donc quand on sait qu'une personne âgée a un vieillissement harmonieux, donc il peut vivre jusqu'à 11 ans, donc quand ils sont vulnérables, ça baisse là, ils vivent moins longtemps et encore moins quand qu'ils sont fragiles. Alors une évaluation gériatrique standardisée, c'est quoi? Donc c'est un diagnostic multidimensionnel interdisciplinaire qui cherche à évaluer la personne âgée fragile dans toutes ses dimensions, médicales, psychologiques, capacités fonctionnelles, dont l'objectif est de développer un plan coordonné intégré de traitement et de suivi au long cours. Donc nous sommes une spécialité médico-sociale, on doit tout évaluer et tous les phares qui sont allumés, on doit les pointer pour derrière décrire des recommandations. Parce que ça a été démontré. Donc, quand on évalue les personnes âgées, on a montré qu'on est très bon par rapport à ces choses-là, notamment la mortalité, on améliore l'autonomie, il y a moins d'hospitalisation, de réhospitalisation. Pour ce qui est des traitements, les thérapeutiques adaptées, stratégies préventives sont efficaces pour améliorer un état de santé et une autonomie optimale. Et l'évaluation gériatrique peut apporter un bénéfice aux patients. Elle doit être associée à une prise en charge des problèmes qu'elle permet d'identifier. Ça, il y a quelques publications que vous pouvez consulter.
Alors les dimensions d'évaluation gériatrique sont à la fois intrinsèques et extrinsèques, donc je vais passer vite. Donc il y a la santé physique, fonctionnelle, psychologique, cognitive, l'environnement social, les ressources sanitaires et leur coordination, ça c'est important. La situation administrative, les aspects de sécurité et puis aussi toutes les dimensions d'ordre de besoins éthiques et spirituels. Donc on va évaluer tout ça. Alors quand on parle d'évaluation oncogériatrique, quelles sont les principales missions? Elles sont 4, à mon sens. D'abord, c'est mieux adapter les traitements des patients âgés atteints de cancer par des décisions conjointes, parce qu'un oncogériatre, il va travailler avec les oncologues et les autres spécialistes. Le but, c'est travailler la main dans la main pour qu'on soit plus pertinent. Promouvoir la prise en charge de ces patients dans la région afin de la rendre accessible à tous, parce que quand on s'affiche, on sait qu'on fait de la consulte gériatrique, on peut recevoir des patients où il y a toute une réflexion, que ce soit avant, pendant ou après le traitement, parce que même les médecins de ville, les généralistes, ils peuvent nous envoyer ces patients en consultation. Contribuer au développement de la recherche en oncogériatrie, notamment en impulsant des collaborations. Ça peut être inter-établissement, interrégional. Et puis, enfin, pour moi, c'est le plus important à ce stade-là, c'est soutenir la formation et l'information en oncogériatrie. Population cible, donc on en a rappelé, donc c'est le patient âgé plus de 75 ans. Donc chez nous, on les prend à partir de 75 ans en consultation oncogériatrique. La SIOG, c'est la Société internationale d'oncogériatrie, elle a placé le curseur un peu plus bas, 70 ans. Donc comment identifier ces patients? Donc c'est l'outil encodage, c'est l'outil de dépistage de la fragilité ou vulnérabilité de la personne âgée qui a été validé. Un score inférieur ou égal à 13 révèle une fragilité et doit faire déclencher une évaluation oncogériatrique. Donc ça, c'est le premier grand message. Une personne âgée, pendant, on va dire, la phase diagnostic, traitement, où on s'interroge, donc on lui fait un score et on l'envoie au gériatre. L'idéalement, pour nous, c'est qu'on les voit avant d'instaurer une thérapeutique. Donc il ressemble à ça, l'outil. Donc il y a tous les items qui sont là. Donc il y a la partie fonctionnelle, la perte de poids, sachant que la dénutrition, c'est un marqueur pronostic de réponse au traitement. Donc même indépendamment des cancers, une personne âgée, quand elle perd 50% de la masse musculaire, elle décède. Donc en plus, quand il y a des qui sont très dénutris, c'est un facteur prédictif de complications. Je parle par exemple de la neutropénie. Voilà. Donc la motricité, donc comment les patients se mobilisent, c'est un outil très simple à remplir. Je pense que même en formant une infirmière, elle peut le faire très vite. Donc la iatrogénie, donc il parle plus de 3 médicaments, l'indice de masse corporelle. Le patient se sent-il meilleur ou moins en bonne santé? Ça, c'est une question qu'on pose directement aux patients, c'est une question subjective, mais on la pose aux patients. Une échelle inférieure à 14, retenir, ça doit déclencher une consultation oncogériatrique. Alors l'évaluation, je fais un résumé sur ce tableau parce que ça nous prend 1 heure et demie, une évaluation oncogériatrique. Il y a les comorbidités, donc on utilise souvent les échelles Charlson, la deuxième le CIRG. Donc il faut les coupler les deux parce qu'on est sur une évaluation et qualitative et quantitative, donc moi je les couple les deux. L'autonomie fonctionnelle, donc les activités de la vie quotidienne, les activités instrumentales de la vie quotidienne, le marche équilibre, appui unipodal, donc tout ça, ça a été évoqué hier notamment par nos professeurs. La dépression, c'est important, c'est même un facteur prédictif de toxicité. La dépression, il y a 2 dépressions et dépendance, il y a des papiers qui sont sortis. Les troubles cognitifs, donc on fait une évaluation cognitive, l'état nutritionnel et les conditions socio-familiales importantes lors de cette évaluation. Parce que derrière, ça va induire tout un plan personnalisé de soins, et là, je pense aux soins de support. Donc j'avance. Donc ça, je pense que le professeur Chassin n'aime pas trop. Et entre fragile et le non fragile, il y a aussi des situations au milieu sur lesquelles on se met autour d'une table et on discute. Mais pour l'instant, on se réfère un petit peu à cette on va dire, façon de scinder les patients entre les robustes, les vulnérables, les fragiles. Mais je le rejoins, il y a les fragiles, les non fragiles, mais c'est surtout les recommandations qui nous intéressent.
Donc ça c'est une échelle Balducci, ça reprend un peu ce que j'avais dit. Donc c'est juste pour les groupes 2, il y a toute une discussion parce qu'il n'y a pas de référentiel et c'est surtout les recommandations. Un patient ayant vieillissement harmonieux, le Gold Standard, c'est un traitement comme chez un jeune. Et les patients stade 3, c'est des situations palliatives, soins de confort, soins de support. Et au milieu, il faut se poser autour d'une table et discuter. À quel moment du parcours de soins on doit faire cette évaluation en cogériatrie? À chaque instant. Lors de la questionnement sur une procédure diagnostique invasive, avant de dire qu'il n'y a rien à faire, il faut mieux qu'on l'évalue. Est-ce que quand il a besoin d'une biopsie, est-ce qu'on va faire cette biopsie ou pas, ou un geste invasif, le gériatre peut statuer avec les collègues, dire si on peut le faire ou pas. Idéalement, avant la mise en route d'un traitement anticancéreux, ça on aime bien. Au cours de la thérapeutique anticancéreuse, je prends un patient chez qui on pose le diagnostic, on commence une chimiothérapie, au bout de la 3e, 4e, c'est plus la même personne, elle a déjà puisé sur ses réserves, donc ça serait bien on peut le revoir, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et puis l'après-cancer, et ça c'est quelque chose qui se développe de plus en plus avec les programmes d'éducation thérapeutique. Voilà, donc c'est une véritable coordination oncogériatrique à chaque instant du parcours, en allant du diagnostic au traitement et à la surveillance. Les RCP chez les sujets âgés, l'objectif c'est d'orienter les choix thérapeutiques en fonction des données des cancers, et souvent c'est les oncologues qui sont mieux placés pour nous par rapport à ça, mais je pense qu'en force de les côtoyer dans les RCP, on a appris beaucoup de choses. L'évaluation globale de l'état clinique, qui va définir le bénéfice-risque attendu du traitement, au vu de l'espérance de vie, des comorbidités, des toxicités possibles. Ça, c'est plus nous, les gériatres, qu'on peut discuter ça. Et puis, d'autant plus, là, c'est une concertation, elle est d'autant plus importante en l'absence de référentiel. Donc, on est sur une véritable discussion et on fait bien les choses quand on discute tous ensemble autour d'une table. Donc un petit mot sur la chirurgie, c'est juste pour dire que l'âge ne devrait pas être un critère d'exclusion. Les techniques identiques, quel que soit l'âge, mais je pense, professeur Mamar, on a parlé hier sur la confusion, prévenir la confusion post-op, donc c'est les points sur lesquels on doit travailler, surveillance de l'état confusionnel et dénutrition et les risques associés, donc il faut anticiper tout ça. La chimiothérapie, pareil, l'âge ne devrait pas être un critère ou non de sous-traitement, donc il y a plein de traitements qui sont possibles. Donc il faut adapter ça au degré d'agressivité de la pathologie, aux comorbidités et fragilités. Donc les choix du traitement, ils vont être liés aux malades. Donc on prend en compte par exemple une insuffisance rénale et aux patients. Petit mot sur la radiothérapie, possibilité d'adaptation des protocoles. Donc je prends l'exemple du cancer du sein, on peut proposer un hypofractionnement, réduction de nombre de séances. Ça permet de réduire le nombre de trajets, ville-hôpital, et puis le risque, par contre le risque peut rester le même, par exemple, le risque de sclérose radicale, disons, il est plus important. Donc il faut évaluer la possibilité par exemple, de rester immobile, Parkinson, démence, et aussi le risque de dénutrition suite à une irradiation. Je prends un exemple, un radiothérapeute qui veut irradier une personne qui a des troubles cognitifs et qui a une sorte d'acathysie où elle bouge tout le temps, donc vous ne pouvez pas le proposer pour une radiothérapie. Donc ça se discute en RCP avant d'arriver le jour J en disant que j'ai pas pu le mettre parce qu'on peut essayer, quand on ne peut pas l'attacher non plus. Donc voilà. Je n'ai pas parlé des autres thérapeutiques, il y a aussi les thérapies ciblées, il y a beaucoup de choses qui évoluent, donc les immunothérapies, mais j'ai préféré parler juste des principaux traitements. Un petit mot, mais pas un petit mot, c'est vraiment le socle de la prise en charge, c'est les soins de support. Moi, j'insiste beaucoup sur les soins de support, c'est hyper important, ça a révolutionné les prises en charge chez nous, chez les personnes âgées. Donc l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie et la tolérance des traitements. Et puis, c'est une approche surtout pluriprofessionnelle, et ça j'insiste, puisqu'on va aligner plusieurs intervenants, que ce soit à domicile, les réseaux de soins, les compétences transversales, l'infirmière ressources douleurs, la socio-esthéticienne, parce que c'est quelque chose qu'on peut aligner, l'équipe douleur et tout. Donc, et puis, ça se développe de plus en plus, on va dire, les RCP de soins de support. Donc, la première étape, c'est d'identifier les besoins. Donc, ils vont évoluer dans le temps. Donc un patient n'est pas figé dans le temps à chaque fois. Il peut avoir besoin d'intervenants. Donc tout le travail est sur l'organisation de l'accès aux différentes ressources et compétences. Donc, avec les équipes soignantes et le patient lui-même.
Donc c'est une véritable coordination et tout. Et pour la personne âgée, donc s'il y a un support très important, c'est le support social, parce que ça a montré plein de choses. Donc quand ils ont un bon support social de qualité, les prises en charge sont meilleures. Il y a aussi le support nutritionnel. Donc 50% des personnes âgées atteintes de cancer, ils sont tous dénutris. Et maintenant, il y a une autre entité qui rentre, c'est la sarcopénie. Je pense que le professeur Puiseux en a parlé hier. Donc quand ils ont la sarcopénie, donc ils sont plus candidats à faire des complications, des toxicités et tout. Voilà. Donc c'est une véritable coordination onco-gériatrique tout au long de ce parcours. Donc le but, c'est lever les freins et puis justifier le non-traitement en apportant des éléments de réponse aux questions. Les 4 questions qui se posent, qu'il faut que chacun se pose. Est-ce que le patient va-t-il mourir de son cancer ou avec son cancer? Est-ce que le traitement va-t-il apporter plus de bénéfices que de souffrances? Et qu'il est nécessaire de savoir, qu'est-ce qu'il est nécessaire de savoir sur le cancer du patient pour le traiter et qu'est-ce qu'il est nécessaire de savoir sur le patient pour pouvoir traiter son cancer. Donc dans un monde idéal, ça n'existe pas même chez nous. Hein. Donc quand je dis chez nous, c'est en France, je suis chez moi ici au Maroc. Voilà. Donc parcours du patient atteint de cancer, donc en allant du diagnostic à la surveillance. Donc on peut, à la phase diagnostique, proposer de compléter les bilans, on peut améliorer les conditions de l'annonce, présenter davantage les patients dans les RCP et aussi, sur la partie traitement, déterminer la meilleure stratégie, coordonner le parcours de soins et promouvoir la recherche clinique. Donc évaluer, et sur les soins de support, il faut bien évaluer les ressources physiques et psychiques prédictives et prédiction qui prédit le rapport bénéfice-risque. Donc la coordination, si vous voyez, c'est à tout instant, à chaque instant du parcours de soins. Donc voilà, c'est pour la partie oncogériatrique. Je passe juste rapidement un petit mot sur la préhabilitation avant la chirurgie néoplasique. Donc ce schéma-là, vous l'avez vu hier dans le cours qu'a présenté le professeur Mamad. Donc les patients, il y a le vieillissement physiologique chronique et aigu. Le but, c'est un petit peu ramener les patients vers un vieillissement le plus harmonieux possible sur les facteurs modifiables. Voilà, donc l'objectif de la préhabilitation, c'est d'améliorer la récupération fonctionnelle post-opératoire. Donc concrètement, ça veut dire qu'un patient, on lui découvre une tumeur, on nous le propose, et le but, c'est de le ramener vers sa meilleure condition. Le but, c'est de ne pas lui ôter une chance parce qu'on est un peu pris par le temps. On ne veut pas faire de lui non plus un champion olympique, mais c'est un petit peu d'augmenter ses réserves parce que plus la réserve elle est rétablie et corrigée, on a la récupération elle est meilleure et on ne veut pas se retrouver avec des patients post-opératoires et là, c'est le toboggan, il faut les extraire et c'est beaucoup plus compliqué. Donc si on établit ça, ça a démontré son efficacité. Donc l'approche elle est trimodale, donc il y a les kinés, la diététicienne, le psychologue, ça c'est obligatoire, ça on le fait souvent en hôpital de jour. Donc il y a des limites, on ne peut pas envoyer n'importe quel patient parce qu'un patient doit être motivé en concertation avec son entourage. Il y a des limites, s'il y a une anémie, il faut la corriger. L'état cardio-respiratoire de base, s'il est trop fatigué, on ne peut pas lui faire grand-chose. Les capacités de compréhension, donc il faut évaluer les fonctions cognitives parce qu'un patient qui ne comprend pas les consignes, on ne peut pas travailler avec lui en hôpital de jour ces programmes. Et puis, ça nécessite une véritable coordination entre les différents professionnels, l'oncologue, le gériatre, les médecins traitants, les autres spécialistes. Donc, nous, on travaille, on n'a pas encore défini le design, mais dans la clinique où je travaille, on veut bien faire une cohorte, parce qu'on a du matériel, on a ce qu'il faut. Maintenant, il faut se lancer. Donc, on a une équipe, donc il faut identifier les équipes pour les diffuser à tous les autres collègues du territoire et hors territoire. Donc on a une infirmière coordinatrice, les médecins évaluateurs, une secrétaire de coordination et toute l'équipe. Bien sûr, les kinés, les éducateurs, les APA, les psychomotes, les orthothérapeutes. C'est un véritable travail d'équipe, donc c'est vraiment une évaluation à la pointe très très précise. Donc on définit aussi comment les patients arrivent chez nous. Donc il y a un dossier médical à ramener que le spécialiste doit nous communiquer. On a travaillé sur un bilan standard, quel type de bilan il faut avec lequel le patient doit arriver chez nous. Donc, et dont le gériatre a besoin. Donc on voit bien qu'il y a plein de choses, de la fonction rénale, la thyroïde, l'albumine pour le bilan nutritionnel et tout. Et le bilan radiologique. Donc j'ai bien marqué à la fin que la consultation dure 1h, 1h30. Donc en conclusion, le cancer, c'est une maladie du grand âge. C'est une problématique qu'on doit aborder en termes de politique de santé.
Il faut avoir une évaluation gériatrique de dépistage, notamment on peut utiliser un algorithme ou peu importe, donc ils ont cessé évaluer la fragilité. Les RCP, ils ont toute leur place, surtout quand il s'agit du sujet âgé. Donc on est vraiment sur un parcours de soins en oncologie et son adaptation en oncogériatrie, du dispositif d'annonce jusqu'au plan personnalisé de soins. Et comme on veut faire une médecine de qualité, cela peut être garant d'une médecine de qualité. Donc un petit hommage à mon équipe, c'était à l'occasion d'Octobre Rose, on était tous habillés rose. Le but c'est de montrer qu'on travaille tout en équipe avec un seul message, c'est la qualité et la qualité et la qualité. Vivre c'est aussi vieillir, agissons tous pour le bien vieillir et voilà. Merci.